Bonjour, nous continuons avec BAL2 et la procyclicité. Dans BAL2, la question de la procyclicité demeure. La clé de voûte ici est le fait que les accords de BAL2 induiraient une nouvelle incitation à la procyclicité via le dénominateur du ratio. Comme nous avons vu dans la première partie, nous savons qu'en période de ralentissement économique, au BAL1, la procyclicité viendrait du numérateur qui serait affecté par les effets négatifs. Or, dans BAL2, lors du ralentissement économique, la procyclicité viendrait de la notation ou la mauvaise notation ou de la dégradation de la notation de l'emprunteur. Donc, pour répondre à la question de la procyclicité, nous allons chercher à déterminer dans quelle mesure le cycle économique se traduit en une évolution de la notation des émetteurs, voire jusqu'au défaut. La détermination de la notation du défaut de l'emprunteur, comme sus-évoqué, se fera à l'aide de deux approches, à savoir l'approche standard et l'approche interne. Dans le cadre de l'approche standard, nous savons que la notation du défaut de l'emprunteur se fait en externe, c'est-à-dire par les agences de notation, sous réserve des autorités locales. En France, par exemple, les banques devront recourir aux notations de la Banque de France, mais en règle générale, on pense ici que les agences de notation internationales sont le plus cotisées, à l'instar du Moody's, du Standard Poor's, du Fitch, IBCA. Le caractère procyclique dépendra des agences de notation pour les emprunteurs notés. Les agences de notation avancent que leurs notations sont établies à travers le cycle, c'est-à-dire through the cycle, mais en faisant la distinction entre l'effet de la conjoncture et celui des choix stratégiques structurels dans l'évolution du profil financier des emprunteurs. Mais il y a de nombreuses raisons de douter que ces agences ne sont pas influencées par les développements cycliques. On observe sur la droite de ce graphique qui compare les abaissements de notation, c'est-à-dire les downgrades, au relèvement de notation, les upgrades. Lorsque le cycle se dégrade, par exemple, de 1990 à 1991, puis de 2000 à 2001 aux États-Unis, ou bien de 1992 à 1993, puis de 2002 à 2003 en Europe, les downgrades deviennent plus nombreux que les upgrades. Alors, dans le détail, on s'aperçoit que les upgrades ont un comportement relativement erratique vis-à-vis du cycle, mais les downgrades présentent une forte dépendance vis-à-vis de celui-ci. Avant de passer à l'approche interne, nous pouvons donc arriver à la solution selon laquelle, à la conclusion selon laquelle. Donc, avant de passer à l'approche interne, nous pouvons arriver à la conclusion selon laquelle les agences de notation sont influencées par les cycles dans leur prise de décision ou bien dans leur notation des emprunteurs. Dans l'approche interne, la notation de la probabilité de défaut de l'emprunteur se fait par la banque elle-même. Elle ne recourt plus aux notations des agences de rating. Ici, les banques sont autorisées à limiter l'estimation sur le long terme. Il se pose problème à partir du moment où les banques déterminent la probabilité de défaut sur le court terme. Il y a donc procyclicité. Comme nous pouvons l'observer sur le graphique sur la droite du slide, nous avons là en gris, nous avons là le pourcentage de 0 à 40%. Nous avons là en dessous les années allant de 81 à 2001. Nous avons également là les mois allant de 0 à 12 mois. Nous voyons tout simplement avec ce graphique, cette ligne grise qui représente le taux de défaut annuel des emprunteurs bien notés. Nous constatons que à court terme ou en courte période, leur taux de défaut n'excède pas les 10%. Par contre, nous avons là en noir le taux de défaut des emprunteurs mal notés. Nous constatons tout simplement que sur le court terme et qu'en période de récession, leur taux de défaut augmente, ce qui abaisse donc leur notation. Nous continuons avec l'approche. Alors, nous continuons avec l'approche interne.
et la fonction risk-break, comme nous pouvons le voir, elle est fonction de deux paramètres, la probabilité de défaut dont la méthodologie de détermination a été évoquée au slide précédent et la loss given default. Il est question ici de voir comment est-ce que la loss given default est déterminée. Alors, dans les deux variantes de l'approche interne, dans sa version simple, la loss given default est fournie par le régulateur local, tandis que dans sa version avancée, ce paramètre est fourni par la banque. Alors, pour pouvoir déterminer la notation de l'emprunteur selon l'approche interne, il existe trois approches. Une approche, la première qui est plutôt qualitative, elle se résume en une appréciation globale du profil financier de l'emprunteur. Ici, les banques se comportent comme les agences de notation. Il est évident que lorsque l'agence de notation note une entreprise, disons BAA2, la banque pourra la noter de la même façon ou en BAA1. La deuxième approche, qui est quantitative, elle se résume en évaluation des trajectoires de la notation. La troisième repose sur des modèles structurés à l'instar du modèle de Merton, selon lequel l'assimilation de la volatilité des actifs est assimilée à la volatilité boursière, tout simplement parce que la volatilité des actifs est difficile à estimer. Mais ce que nous pouvons retenir ici, c'est que la volatilité boursière est contracyclique, puisqu'elle s'élève en période de récession ou en période de ralentissement économique et elle baisse en période de reprise ou d'expansion. Donc, comme on vient de le voir, quelle que soit l'approche retenue par la banque pour la détermination du défaut de l'emprunteur ou de sa notation, il est probable que l'instauration de BAL 2 constitue une incitation réglementaire à un comportement procyclique des banques. Alors, l'analyse ne semble plus chercher à savoir si BAL 2 est plus procyclique, mais plutôt dans quelle mesure BAL 2 est plus procyclique. Alors, pour pouvoir le démontrer, nous partons d'une analyse contrefactuelle dont la dynamique de modification des notations aura un impact sur l'exigence de capital. Pour y arriver, on va faire une simulation d'un portefeuille représentant un système bancaire européen. Alors, pour le démontrer, partons d'une analyse contrefactuelle dont la dynamique de modification des notations aura un impact sur l'exigence de capital. Pour y arriver, on va faire une simulation d'un portefeuille représentatif du système bancaire européen et de qualité plutôt élevée. Ce portefeuille dont la composition initiale est la suivante. Nous avons là 0% d'entreprises possédant le triple A. Il est très rare de voir des corporates posséder le triple A à l'instar. Il y a que dans l'histoire, Pour le démontrer, partons d'une analyse contrefactuelle dont la dynamique de modification des notations aura un impact sur l'exigence du capital. Alors, on va faire une simulation de portefeuille représentatif d'un système bancaire européen de qualité plutôt élevée. Ce portefeuille a la composition initiale suivante. Nous avons là 0% des entreprises qui ont le triple A. En effet, il est très rare de trouver des corporates qui ont une note de triple A. 32% qui ont le double A, 19% le A, 18% le double B, 4% le B et 1% le triple C. Alors, une comparaison des approches sera faite sous la simulation. Les approches qui seront comparées sont l'approche interne de base dans sa première version CP2 de janvier 2001, l'approche interne de base QIS3 dans sa version aplatie et l'approche standard. Alors, parmi les multiples résultats obtenus, voici deux qui permettent de mieux interpréter la simulation. Alors, ces deux graphiques que nous avons sur la droite du slide illustrent que si la version du QIS3 de la fonction RW est sous-jacente à l'approche interne, elle permet de réduire le niveau moyen d'exigence en capital. Mais
elle n'en réduit pas la volatilité qui reste supérieure à celle induite par l'approche standard. Nous pouvons le voir ici. Lorsque nous voyons en gris, ce que nous voyons en gris, c'est l'approche. Alors, les deux graphiques que nous retrouvons sur la droite de notre slide illustrent que si la version du QIS3 de la fonction RW sous-jacente a permis de réduire le niveau moyen d'exigence en capital, elle n'en a pas réduit la volatilité qui reste supérieure à l'approche standard. L'explication que nous pouvons donner ici est très simple. Là, en gris, nous avons la fonction, la méthode interne sous sa première version CP2, et là, nous avons son aplatissement en noir, c'est-à-dire le QIS3. En pointillé, nous avons l'approche standard. Il en est de même sur ce graphique en dessous. Alors, on constate que dans les deux cas, malgré l'aplatissement de la fonction interne, c'est-à-dire le QIS3, l'approche interne présente un défaut supérieur à celui de l'approche standard. Du coup, une petite conclusion avant de passer au slide suivant. Nous comprenons que l'approche interne présente un taux de défaut supérieur à celui de l'approche standard. Le slide qui suit est le deuxième résultat de notre simulation. En effet, le graphique scinde en deux les exigences du capital. D'un côté, celles qui sont liées au défaut et de l'autre, liées à la couverture des risques. Nous constatons tout simplement que entre 1990 et 1991, l'essentiel en hausse des exigences en capital vient des pertes liées au défaut. Au total, l'analyse contrefactuelle menée ici tend à confirmer que BAL2 conduit à une volatilité accrue des exigences en capital, surtout dans le cadre de l'approche interne. Dans le même temps, si les banques s'en tiennent à des approches de long terme dans l'évaluation des probabilités de défaut, cette volatilité accrue sera relativement limitée. Alors, avant de conclure, nous proposons quelques pistes d'amélioration de ce dispositif du comité de Bâle qui repose sur deux approches, à savoir effectuer un lissage en fonction des évolutions cycliques anticipées qui revient à diminuer la proportion de la distribution des pertes que l'on souhaite couvrir par le montant du capital. Mais, comme deuxième élément, nous pensons à provisionner dynamiquement, qui revient à provisionner plus en expansion qu'en récession. En conclusion, il était question dans cet article de démontrer en quoi BAL2 est une source supplémentaire de procyclicité. Pour cela, nous avons d'abord, dans un premier temps, montré que BAL1 est procyclique via son numérateur, et cette procyclicité viendrait des impacts des fonds propres par des effets négatifs. Ensuite, nous avons montré que BAL2 est une source supplémentaire de procyclicité via son dénominateur. Cette procyclicité proviendrait des pondérations des risques entraînant une sensibilité du capital. Enfin, nous avons montré que BAL2 est plus procyclique dans l'approche interne. Alors, pour terminer notre article, nous avons pu relever quelques limites. Et ces limites reposent sur 3 points. Essentiellement, la première, c'est que l'article est essentiellement construit sur les recherches de multiples auteurs, ce qui rend pénible la compréhension. Ensuite, les graphiques et les équations ne sont pas clairement explicités pour pouvoir le faire comprendre au public. En dernier lieu, les auteurs analysent les faits sans toutefois mentionner leurs propres recherches. Nous vous remercions de nous avoir écoutés.